Oui, je crois qu'on vous a toujours. Il y a Marc Lévy qui a fait tomber son petit récepteur de micro, mais normalement, si vous avez mis la pile dans le bon sens, ça marche. Alors, je voulais quand même vous annoncer, cher Marc, et dire que vous êtes l'écrivain français le plus lu dans le monde et qu'on était très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau en direct. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, votre nouveau roman s'intitule Noah chez Robert Laffont-Versilio. Il est sorti il y a 3 jours, on en parle dans quelques instants, mais on voulait quand même remonter 22 ans en arrière. En 2000 sort votre premier livre, Marc, c'est « Et si c'était vrai ?» Et depuis, évidemment, le succès ne vous a pas quitté. 22 romans publiés, plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en 50 langues. Vous vous souvenez, Marc, de votre première réaction, donc en 2000, premier livre publié, Si c'était vrai, et bim, Spielberg vous appelle pour l'adapter. À l'époque, vous dites quoi? Ça va trop vite? C'est dingue? J'y croyais pas du tout. Ouais. Je me souviens que la nuit après le coup de téléphone de Spielberg, en me couchant, j'avais mis mon réveil à l'envers. Mais vraiment. C'est vrai? Et je me suis dit, demain matin, quand je me réveille, s'il est à l'endroit, c'est que j'aurais rêvé. Ah, c'est drôle comme anecdote. Et du coup, au moment où il a sonné, je peux vous dire que j'ai mis un temps fou à ouvrir les yeux, tellement j'avais peur de le retrouver à l'endroit. Ouais. Est-ce que vous diriez que la chance se provoque? C'est quoi? C'est de la chance? C'est beaucoup de travail? Au début, c'est bien sûr beaucoup de chance. Hein. C'est la chance d'avoir la bonne histoire au bon moment. Et après, une carrière, c'est du travail. Alors, il y a toujours la chance, évidemment, parce que vous pouvez beaucoup travailler et pas avoir de chance. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup de travail, vraiment. Vous travaillez d'ailleurs. Comment et quand travaillez-vous? Alors, il y a 2 périodes. Il y a la période de l'enquête et il y a la période de l'écriture. Alors, en écriture, c'est parfois 15-16 heures par jour. Waouh! Ouais. Ah ouais, Oui, et c'est 7 jours sur 7. Ah oui. Ouais. Oui. C'est une vie monacale Donc il faut que l'inspiration phase vienne, d'écriture. c'est-à-dire que vous vous imposez ce rythme. C'est Ah pas, oui, c'est vraiment. Ça demande énormément de rigueur, beaucoup de continuité, absolument. Et l'enquête aussi, cette phase d'enquête, elle est... Alors la phase d'enquête, ça dépend vraiment du livre. Pour ça, c'est énormément de voyages, beaucoup de renseignements. Excusez-moi. Je crois que j'allais de travers. Il y a un petit verre d'eau, regardez. Alors justement, on y vient. Votre actualité, donc, c'est Noah. C'est le tome 3 de la saga et que vous aviez initié il y a 2 ans. Il s'agit donc, c'est l'histoire d'une reporter qui s'infiltre en terrain ennemi et d'un groupe de 9 hackers qui se battent pour la liberté et la démocratie. L'intrigue se déroule entre autres, Marc, en Biélorussie. Vous parlez d'un dictateur Loutchine. C'est la contraction, on est d'accord, de Loukachenko et de Poutine. C'est possible, oui. C'est possible. Okay. Donc ça veut dire oui. On est aussi à Kiev, donc en Ukraine. Jamais vous n'auriez imaginé que votre livre serait autant dans l'actualité, quoi. J'avais pas imaginé que l'actualité rejoigne le roman assez vite. Mais comme c'est un roman d'aventure, qui est construit sur dans l'aventure a démarré avec la rencontre avec les vrais protagonistes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la personnalité de ces hommes et de ces femmes. Ekaterina, qui est professeure de droit. Diego qui tient un restaurant et tous ces gens qui sont des gens ordinaires, mais qui en fait qui mènent cette existence extraordinaire puisque ils ont un savoir de hacker et avec ce savoir de hacker, ils s'introduisent donc sur Internet. Ils font le bien, ce sont des résistants de la première heure. Alors après, il y a eu la rencontre avec une grande reporter qui est Carole Cadwallar. Excusez-moi, décidément. Tout va bien. Entre le micro et la voix de travers. Et puis, alors j'ai suivi le travail de très grands reporters et ça m'a amené à faire un certain nombre de découvertes. Et là, je me suis retrouvé confronté à une situation qui est presque, vous vous souvenez de ce film Ocean Eleven? Oui. Et en fait, en rencontrant ces hackers, je me suis aperçu que ces gens prenaient des risques énormes dans leur vie personnelle pour aller dénoncer la grande criminalité, le grand crime organisé, mais pas le crime crapuleux, le crime politique. La façon dont les élections américaines de 2016 avaient été manipulées, notamment par les Russes, et surtout par les Russes. Marc ? Oui, vraiment. Et puis, grâce au travail notamment de cette grande reporter, l'enquête se poursuit et puis on découvre des faisceaux d'influence et d'ingérence des oligarches russes dans le processus d'élection du Brexit, des liens assez suspicieux entre des représentants très importants de l'extrême droite séparatiste anglaise avec les mêmes républicains ultra-conservateurs. L'enquête se poursuit, les 9 sont sur le terrain, ils découvrent des flux d'argent, des éléments de corruption extrêmement importants, et on voit bien que derrière tout ça, il y a un énorme projet qui est en train de se dessiner, qui est celui de la destruction de l'Europe, mais vraiment de la destruction de l'Union européenne pour pouvoir reconstituer le grand empire russe.
C'est comme ça que l'enquête s'est menée. Mais je dois vous dire que, je terminerai là-dessus, en fait, ce troisième tome, qui est en fait un roman indépendant des deux autres qu'on peut lire. On peut lire sans avoir lu les précédents. S'il est aussi près de l'actualité, c'est parce qu'en suivant le travail de un de ces incroyables hackers, en fait, j'ai fait... Enfin, ils ont pressenti ce qui allait se passer avant que ça se passe, mais parce que les faits convergeaient vers quelque chose d'évident. Du coup, ça vous apporte un regard différent, particulier sur l'actualité en ce moment? Et du coup, en fait, le fait d'avoir collaboré avec des grands reporters et de voir à quel point ils sont menacés, à quel point un certain nombre d'entre eux sont assassinés, empoisonnés, arrêtés ou harcelés, comme ça a été le cas de Carole, me fait rendre compte à quel point on est dans une époque où comment vous dire, le poids de la désinformation, cette vague de désinformation qui a pour unique objet de provoquer un clivage de la société, de faire en sorte qu'on se déteste au lieu de s'unir. Parce que, évidemment, le meilleur moyen d'affaiblir vos ennemis, c'est de faire en sorte qu'ils se mangent entre eux. Ouais, Et donc, alors, comment vous dire, on a fait beaucoup d'efforts pour apprendre à bien manger, on a fait plein d'efforts pour apprendre à mieux respirer, à mieux vivre. Et ce qui va être déterminant pour l'avenir de nos libertés, c'est de faire énormément d'efforts pour bien s'informer.